L'outil militaire, une arme de pouvoir, un levier stratégique, un symbole d'influence. C'est exactement ce que la France a compris. Elle a aussi compris que c'est un élément clé dans la redéfinition des rapports entre ses anciennes colonies et elle. Au départ, il était conçu comme un simple instrument de la pensée militaire française, une extension de la force dans les territoires d'outre-mer. Pourtant, avec les indépendances, cette relation allait prendre une tournure inattendue. L'outil militaire se transforme alors en un puissant vecteur politique, un moyen de maintenir à tout prix l'influence française sur un continent désormais en quête de souveraineté. Chers amis de l'Afrique, bienvenue sur votre chaîne Peuple Eben, où j'aborde sans complexe la géopolitique africaine en rapport avec le monde. Nous sommes en 1958. C'est le retour triomphal du général de Gaulle. Avant cela, la pensée militaire française s'inscrivait dans la logique coloniale. Les troupes coloniales étaient alors perçues comme de simples forces de réserve, prêtes à défendre un empire en déclin. Mais avec l'accession des pays africains à l'indépendance, un changement de paradigme s'opère. Cet outil ne devient plus seulement une extension du pouvoir colonial, mais un instrument essentiel de la politique internationale, un moyen de pérenniser la domination française, camouflée sous des discours d'aide et de coopération. Dès lors, une question s'impose. Comment ces bases militaires, érigées comme des symboles de puissance et de protection, ont-elles évolué pour devenir, aux yeux de nombreux Africains, des instruments d'oppression? Quels en sont les enjeux cachés, les coulisses de cette transformation qui relie l'histoire coloniale à une réalité géopolitique contemporaine? Pour comprendre cette mutation, il est crucial de sonder les racines de cette relation complexe et de découvrir comment l'outil militaire, jadis garant de l'ordre établi, est devenu le foyer des tensions et des résistances qui secouent encore les relations franco-africaines. L'histoire commence en 1958 avec un retour retentissant du général de Gaulle sur la scène politique mondiale. Alors que l'empire colonial français vacille sous les vents du changement, de Gaulle dévoile un plan audacieux, aussi stratégique que surprenant, la création de la communauté française. Cette nouvelle structure, issue de la Constitution de la Ve République, remplace l'Union française et se veut un modèle fédérateur. Un nouveau départ, un pacte entre la France et ses colonies permettant à celle-ci de conserver une certaine autonomie tout en restant sous l'ombrelle protectrice de la métropole. Le projet semble bien accueilli à l'exception de la Guinée qui, lors du référendum de 1958, choisit de rejeter cette vision de l'avenir. Alors que de Gaulle se positionne comme le président de cette communauté, l'idée de maintenir une autorité française sur un continent désormais assoiffé de liberté et d'indépendance semble se confirmer. Mais derrière cette façade d'autonomie, des fissures apparaissent. Loin d'être une solution parfaite, la communauté se heurte à des obstacles imprévus. Les commandements militaires à Dakar et à Brazzaville, loin de se coordonner harmonieusement avec les autorités civiles locales, se retrouvent en conflit constant. Les nouveaux leaders africains désireux de prendre le contrôle de leurs affaires tentent d'engager un dialogue direct avec Paris, exacerbant ainsi les tensions. Le général Gadé, en charge des forces armées d'outre-mer, dénonce une structure bureaucratique et chaotique, soumise à une multitude de pouvoirs qui se contredisent. La réalité est implacable. Le contrôle militaire français commence à s'effriter. Sur le terrain, l'idée de la communauté s'érode rapidement. En 1958, l'indépendance devient une aspiration irrésistible et les premières constitutions nationales prennent forme. Les armées locales, autrefois dépendantes de la France, commencent à émerger. Mais avec elles, une nouvelle question se pose. Comment la France, perdant
peu à peu son pouvoir direct peut-elle maintenir son influence militaire sur le continent africain? En 1960, les négociations sur le transfert de compétences se précipitent, annonçant la fin du modèle colonial et l'essor des armées nationales. C'est dans ce contexte que la restructuration de l'armée de la communauté devient une question brûlante. Cette armée mixte, composée d'éléments français et africains, devient de plus en plus difficile à gérer. En 1961, le principe de défense commune, qui devait unir les États africains et la France sous une bannière commune, s'effrite, s'effondre progressivement. Les accords bilatéraux de défense se substituent à ce modèle idéaliste. La Constitution de 1958, supprimant la souveraineté française sur les territoires africains, oblige la France à réinventer sa stratégie militaire. Les armées françaises, autrefois omnipotentes, doivent désormais se redéfinir face à une Afrique qui veut prendre son destin en main. La bataille pour maintenir une influence militaire sur le continent se joue désormais dans l'ombre à travers des accords bilatéraux de défense et d'assistance militaire technique, AMT, signés dans les années 1960. Ces accords signés dans l'urgence visent à garantir un transfert de pouvoir militaire tout en assurant à la France une couverture en cas de crise. Mais tout n'est pas aussi simple. La France, désormais impliquée dans des alliances plus discrètes mais plus puissantes, déploie ses forces à travers deux types d'accords. L'assistance technique pour former et équiper les armées locales et les accords de défense permettant l'intervention directe de la France sur le sol africain. Mais ces accords ne sont pas systématiques. Certains pays choisissent de signer uniquement l'un ou l'autre, selon leurs intérêts. L'enjeu reste toujours le même. Éviter que l'Afrique, encore trop fragile militairement, ne tombe dans le chaos ou sous la coupole d'autres puissances militaires étrangères, tout en garantissant que la France conserve un levier stratégique. Les premières années post-indépendance, cependant, sont marquées par des troubles incessants. Dès 1963, le Niger est secoué par des mutineries, tandis que des coups d'État éclatent à Lomé, et même à Brazzaville. Ces événements qui secouent le tissu politique des nouvelles nations africaines révèlent les failles profondes de leurs armées, encore mal équipées et mal formées. Les gouvernements qui peinent à articuler pouvoir politique et pouvoir militaire se retrouvent confrontés à l'incapacité de contrôler des forces armées instables, souvent manipulées par des officiers locaux ou étrangers. Les années 1960 marquent ici un tournant dans l'histoire militaire de la France en Afrique. Les interventions directes deviennent la norme et la projection de la puissance française prend de nouvelles formes. Du Tchad à la Mauritanie, en passant par le Zaïre et la Centrafrique, les armées françaises sont omniprésentes. Et ce, jusqu'aux interventions plus récentes en Côte d'Ivoire en 2002 et au Mali en 2011. Ces déploiements illustrent une fois de plus la fragilité des armées africaines face aux défis modernes. Pourtant, au fil du temps, une nouvelle tendance et de nouveaux dirigeants émergent sur le continent et ils ne veulent qu'une seule chose, le rejet croissant des bases militaires françaises. Ce qui était perçu autrefois comme un gage de stabilité et de protection devient aujourd'hui un symbole d'influence et de domination. Le climat géopolitique mondial, profondément transformé, laisse place à de nouvelles puissances prêtes à s'implanter en Afrique. Le choix est désormais vaste. Financement, aide, développement ou même coopération militaire. Mais ce n'est pas tout. L'arrivée des nouvelles technologies et des réseaux sociaux a catalysé un changement radical dans la perception de la France, surtout chez les jeunes générations. Ceux qui n'ont pas connu la colonisation ni les accords militaires de défense voient désormais la France à travers le prisme des bases militaires. Et ils ne veulent qu'une seule chose, leur départ. Mais une question reste cruciale et elle mérite d'être posée. Le départ des bases militaires françaises réglera-t-il pour autant les problèmes de l'Afrique, à savoir la faiblesse et le manque d'équipement de ses armées? Dans un monde de plus en plus multipolaire, où la France se retrouve en compétition avec d'autres puissances mondiales,
pour maintenir son influence en Afrique, l'avenir de la politique militaire française sur le continent semble de plus en plus incertain. Et si le vent du changement soufflait plus fort qu'on ne le pensait. Pour comprendre pourquoi certaines politiques, comme celle de Donald Trump, trouvent un écho inattendu sur le continent africain, il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.